Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Denis Fabre, propriétaire de Lagon Aventure. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous reviendrons sur la charte visant à veiller au respect des mammifères marins et de leur habitat. Plusieurs opérateurs dont Lagon Aventure en sont signataires. Nous développerons ce sujet plus longuement en votre compagnie. Mais avant cela, voici les titres de ce jeudi 16 juillet. Tout le territoire est actuellement pendu au bon vouloir de la Lune. Si la date de la fête de l'Aïd reste incertaine, une chose est sûre, la fin du Ramadan va être célébrée comme il se doit. Après un mois de jeûne, les fidèles s'apprêtent à profiter de cet événement si particulier. 6 semaines de grève et toujours aucune proposition satisfaisante. Les agents de l'UTAS attendaient beaucoup de la réunion du jour qui s'est tenue au conseil départemental, mais pas de solution pour le moment, tandis que la lassitude est palpable. Les inscriptions scolaires, une corvée administrative que tous les parents redoutent. Cette année, 3 étudiants européens suivant le programme Erasmus sont à Mayotte pour aider les parents dans leur démarche. Reportage à la fin de cette édition. L'Aïd el-Fitr approche à grands pas. Alors demain ou samedi, si la date n'est pas encore certaine, tous les foyers sont prêts pour la fête. Vêtus de ses plus beaux vêtements, parfumés, chacun va devoir marquer sa joie par l'accoutrement, mais aussi par l'apathie envers son prochain. Rendre visite à ses proches, aller à la mosquée à pied et ne pas emprunter le même chemin en retour, tel le prophète. Tous ces rituels font partie de la tradition à laquelle les fidèles se tiennent. Le porte-parole du Grand Cadi était sur notre plateau ce matin pour nous en dire plus. Un sujet signé Fred Souleymana et Camille Idlas. Festin, prière, partage et convivialité, voici les mots qui caractérisent le mieux la fête qui approche. Mais une question demeure, pourquoi ne connaissons-nous pas encore la date exacte de l'Aïd ? Scientifiquement parlant, Oui. la rotation, donc en fait le comportement du cosmos aujourd'hui, permet grâce à des calculs bien faits, n'est-ce pas, donc d'arriver à pouvoir prévoir la fin du mois, et n'est-ce pas donc arriver à fixer donc théoriquement que le mois se finit telle date. C'est scientifiquement, je suis géophysicien, je sais comment ça se passe. Mais cette précision mathématique-là, malheureusement, n'est pas si précis que cela, parce qu'en fait, il peut y avoir un bouleversement en fait, du cosmos, ce qui fait que finalement, il y a un décalage. On a prévu, par exemple, que demain, c'est l'Aïd, parce qu'on a calculé, mais que peut-être la Lune ne vient pas. Or, l'instruction donnée, coupez le jeûne dès que vous avez vu la Lune. Donc, ça peut être au 29e jour, comme ça peut être au 30e jour. En cas de doute, si la lune n'est pas clairement visible, le jeûne doit donc se prolonger. Même si la date aussi, chaque foyer se prépare à donner, à partager. Dernière étape de purification des fidèles. Donc chaque foyer prépare en principe qu'on appelle déjà pour donner aux autres, c'est partager. Oui. Parce que vous savez qu'en fait, comme dit, avant d'aller à la mosquée, il faut déjà que chaque musulman qui a fait le ramadan ait fait ce qu'on appelle le zakat al-fitr, c'est-à-dire qu'il ait distribué, n'est-ce pas, donc l'impôt pour la purification, parce que c'est un impôt pour la purification du ramadan. Parce que vous savez qu'en fait, je le disais ici, qu'il y avait une série de conditions et de retenues durant tout le mois, mais bon, nous sommes des hommes, on peut en principe en blaguant peut-être faire mal à quelqu'un, alors qu'en fait on pense seulement plaisanter, n'est-ce pas, ou bien tenir parfois des petits propos qui ne sont pas corrects, n'est-ce pas, donc ces petits péchés, ces petits rudiments-là, on les lave, n'est-ce pas, par la zakat el-fitr, c'est-à-dire en fait l'impôt donc de la purification, qui n'a rien à voir avec l'impôt légal. La zakat que l'on distribue donc obligatoirement donc par année, et chaque année sur l'ensemble des revenus, que ça soit fiduciaire, que ça soit en cheptel, que ça soit en fait donc le patrimoine que vous avez en principe collecté durant toute l'année. C'est là où vous sortez ce que nous appelons l'impôt légal, qui n'a rien à voir avec la zakat el-fitr, c'est-à-dire cet impôt donc de purification. Si la fête doit être célébrée, pas question pour autant de se laisser emporter par la liesse en se détournant du droit chemin.
Si ce mois de Ramadan permet d'expier ses péchés, il convient de ne pas commencer à en commettre d'autres une fois le jeûne terminé. L'emportement, n'est-ce pas, extraordinaire La à ferveur. la fête, etc. Bon, c'est bien. Mais bon, si vous êtes retenu finalement rien que pour le Ramadan, eh bien vous allez casser tout cela, n'est-ce pas, après le Ramadan. Parce que je vous ai dit qu'en fait, en réalité, le mois de Ramadan, c'est un mois qu'on appelle déjà de retenue, mais surtout de lutte contre sa personne. N'est-ce pas? Parce que personne ne vous contrôle, il n'y a que Dieu. C'est une affaire avec toi et Dieu. N'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire que dès que le mois de Midi est fini, eh ben allez, les nanas, gogo, mais écoute, je me tape, n'est-ce pas, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça signifie tout à fait une éducation qui doit en principe réguler votre comportement durant toutes les autres moments donc, de la vie. N'est-ce pas? Donc, c'est un entraînement. Un entraînement pour tous les musulmans qui doit se terminer de la meilleure des manières, dans la joie et le partage de ces moments uniques. Et à l'heure où nous parlons en direct, le grand cadi ne semble toujours pas avoir aperçu la lune. Et on poursuit avec le 4e jour de grève au sein de la Somaco. Les salariés continuent leur bras de fer avec la direction qui souhaite que la grève cesse avant d'envisager toute négociation. La situation semble au point mort et le conflit s'enlise tandis que la colère gronde. Après un protocole de sortie de conflit signé en 2007, cette grève semble ramener les salariés 8 ans en arrière, avec un rapport de force toujours aussi inégal. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. C'est avec détermination que les salariés de la Somaco ont entamé ce matin leur 4e jour de grève. Si pour le moment rien n'évolue, le découragement ne semble pas d'actualité. Actuellement, il n'y a eu aucune avancée. On est toujours là, sur le piquet de grève. Et on poursuit toujours notre mouvement. Apparemment, notre patron il n'est pas toujours décidé à ouvrir les négociations. Alors, on est là, on suit notre mouvement. Depuis 2007, les choses semblent n'avoir que peu évolué. Des années de silence qui n'ont fait qu'alourdir un malaise déjà existant. On a demandé, c'était en 2007, on a fait une grève, on a demandé quelque chose, mais eux ils ont signé, mais ils n'ont pas appliqué. Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit de nous dire que nous on est des voyous, on est des employés. Aujourd'hui, de nombreux salariés décident de témoigner et de raconter leur quotidien au sein de l'entreprise. Rifanywa abunyengi donc leo roho zirenge moro yode manara decide rishuke pareni ridai haki zatu. Maisha yetu ya shinamna maana wami kamwe wami deja dukani kao sade wami weke dukani wami fanya hazia caissier tifanya hazia responsable tifanya hazia vendeuse tifanya na sécurité ay mula kila suku wanata wao jawa hinmena se dukani mana vanu lio wamhudza upanga wosubutu wangia dukani kama warenge mpangeli wanmena se na hiyo ti demande ti réclame mana wami membre wa CHCCT ti réclame wala tatulwa shughuli donc leo hangu wamti décide amba pia maduka salia kavuta moja ali en sécurité yode mana leo na décide amba nisishuka. Ce matin, nous avons tenté de rencontrer la direction, mais sans succès. La directrice confesse ne pas avoir le temps et n'avoir rien à dire. Pas sûr que cette attitude soit vraiment du goût des salariés grévistes. Vous n'avez même pas encore changé d'avis? Ok, moi? Rien, on n'a rien à dire. Rien à dire. Abdou? Et autre conflit social et non des moindres, 6 semaines de grève et toujours pas de solution pour l'UTAS. Les agents de l'unité territoriale d'action sociale de Petite Terre sont lassés d'attendre. Ils souhaitent reprendre le travail au plus vite, mais dans des locaux dignes de ce nom. Ce matin, une réunion a eu lieu au conseil départemental afin d'arranger une situation devenue invivable, mais toujours pas d'issue à ce conflit qui prive des milliers d'administrés du service social qui leur est dû. Les explications sur cet interminable conflit dans ce sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet.
Malgré la lassitude, l'inconfort de la situation et un mois de Ramadan passé en tant que gréviste, les agents de l'UTAS avaient bon espoir ce matin. La rencontre qui s'est tenue au conseil départemental n'a cependant satisfait personne. Après 4 heures de négociation, nous sommes toujours encore sur notre faim. Nous ne savons toujours pas ce que l'administration, particulièrement donc le conseil général, le conseil départemental va réserver concernant donc le sort des agents de l'UTAS de Petite Terre. La requête principale est simple, les agents souhaitent obtenir le nouveau local promis depuis de longs mois. S'ils ne demandent aujourd'hui qu'à travailler, ils refusent néanmoins de risquer à nouveau leur santé dans un lieu inapproprié à la pratique de leur métier. On n'en serait pas là aujourd'hui s'il y avait des propositions concrètes qui permettraient à ces agents-là de pouvoir mettre fin à la grève. Mais c'est clair que je vous l'aurais annoncé maintenant. Mais lorsqu'on vous dit, écoutez, donnez-moi 3 mois pour pouvoir trouver une solution qui vous permettrait donc d'exercer dans les meilleures conditions, et pendant ces 3 mois-là, qu'est-ce que les agents vont faire ? Donc quelque part, il y a matière à ce qu'on comprenne que le service public, les 25 000 citoyens de Petite Terre ont besoin des services qu'a accordé jusqu'ici l'UTAS. Après 6 semaines de grève, force est de constater que l'urgence d'offrir aux usagers un service social ne semble pas la priorité du conseil départemental. Attendre encore et toujours, voilà la réponse que les agents reçoivent depuis 6 semaines. La balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp puisque nous leur avons fait clairement comprendre qu'il n'est pas question qu'on mette la santé des agents et des usagers de Petite Terre en danger. Donc là-dessus, on reste ferme et on attend donc des propositions claires qui doivent venir d'eux. À eux maintenant de jouer. Une nouvelle réunion est d'ores et déjà prévue après la fête de l'Aïd. Les agents vont donc devoir patienter jusqu'à la semaine prochaine pour que le conseil départemental daigne enfin et une bonne fois pour toutes régler le problème. Quel est le signe de bonne volonté que cette nouvelle équipe a fait à montrer ? Ils ont été clairs, ils ont dit on n'a rien foutu. Hier, une chose rare s'est produite. Le procureur de la République, Joël Garrigue, a envoyé un communiqué à la presse concernant une affaire en cours. Le document explique que des irrégularités ont été constatées dans la passation d'un marché public de la Chambre de commerce et d'industrie en 2013. 4 personnes, 2 élus et un cadre de la CCI de l'époque devront se justifier de recel, faux et usage de faux devant le tribunal le 14 octobre prochain. Ce matin, Maître Elad Chakrina était sur notre plateau pour nous éclairer sur la teneur de ces infractions en termes juridiques. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Le recel, tout d'abord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dissimule des éléments qui sont eux-mêmes, en fait, qui proviennent eux-mêmes d'éléments délictuels ou d'éléments de crime. Par conséquent, si maintenant vous avez par exemple, dans ce cas de figure, passé un marché et qu'on estime qu'il y a des documents qui ont été dissimulés, parce que le recel, c'est une infraction complémentaire qui donc se greffe sur une première infraction. La première, c'est celle qu'on appelle le faux et usage de faux. Généralement, quand il y a du faux, il y a toujours son usage, évidemment. Une altération donc de la vérité. Par conséquent, dès l'instant où on a un recel sur donc du faux, c'est-à-dire qu'on dissimule donc un document pour pas qu'il soit divulgué, pour pas qu'il soit connu, à ce moment-là, ça veut dire que on est en effet dans une situation où on ne souhaitait peut-être pas, en tout cas, c'est pas dans ce cas en tout cas, mais de manière générale, là, on ne souhaitait peut-être pas à ce qu'il y ait une règle, que la procédure de publicité, de mise en concurrence soit appliquée de manière rigoureuse. A noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Passons maintenant à un tout autre sujet. En 2014, le parc marin proposait aux opérateurs une charte pour veiller au respect des mammifères marins et de leurs habitats. Le 8 juillet dernier, les signataires de l'an passé ont renouvelé leur engagement pour la saison 2015. Denis Fabre, vous êtes propriétaire de Lagon Aventure et signataire de cette charte. En quoi consiste-t-elle exactement ?
Donc en fait, on a monté cette charte pour protéger les baleines. Donc déjà maintenant, on fait des observations que de 8h du matin à 14h. À partir de 14h, on laisse les baleines tranquilles pour qu'elles puissent se reposer et faire ce qu'elles ont à faire. Et ensuite, en fait, il y avait déjà une réglementation. La charte, c'est juste, en plus pour les professionnels et pour les plaisanciers aussi, c'est juste d'avoir un comportement correct avec les baleines. Donc c'est pour ça que la charte a été montée. Quel est votre rôle justement, vous en tant qu'opérateur, vous les côtoyez? Nous, on les côtoie, après on explique aux clients, donc justement avec par rapport à la charte ou à la réglementation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, les plaisanciers, je sais qu'il y a des papiers sur la charte d'approche qui vont être donnés sur les pontons quasiment tous les jours pendant la saison baleine, pour essayer d'avoir le comportement le mieux possible pour pas trop déranger les baleines. Donc au départ, en fait, c'est vraiment pour ne plus déranger les baleines ou essayer de les déranger le moins possible. Ce qui signifie qu'avant c'était le cas, il y a eu vraiment des cas où... Non, parce que c'était réglementé, mais disons qu'avec cette charte, ça remet une couche sur le tapis, et du coup, je pense que tout le monde va en prendre plus ou moins conscience, ou j'espère que tout le monde va en prendre un peu plus conscience. Justement, lorsque vous avez des personnes sur votre bateau, comment ça se passe? Les personnes ont envie de toucher, ils ont tendance à prendre des risques ou... Non, pas toucher, parce que de toute façon, nous, avant de faire quoi que ce soit, ou une mise à l'eau dauphin, ou une mise à l'eau raimanta, ou aller voir les baleines, ou une mise à l'eau baleine, quoi qu'il se passe, on leur explique avant ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire, quoi, pour essayer de les déranger le moins possible. Et puis surtout que ça peut être aussi dangereux, surtout avec une baleine, quoi, donc faut pas faire n'importe quoi. Alors vous prenez pas mal de gens sur votre bateau, ça fait plusieurs années que vous faites ça. Est-ce que vous constatez que le lagon se détériore? Alors il se détériore pas au niveau mammifère, parce que des baleines on en a énormément. Là, cet après-midi il y en avait qui arrivaient sur le spot à baleines, donc pour l'instant on est en début de saison, donc c'est encore un peu aléatoire, mais je pense que demain on va en voir là. Donc par contre au niveau des poissons, oui, voilà, en fait il y a énormément de braconnage avec du filet ou avec des fusils. Et ça, en l'espace de moi, ça fait 15 ans que je suis à Mayotte, et en l'espace de 15 ans, le lagon, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Il est en train de se vider à une vitesse phénoménale. Donc le problème de ça, c'est que une fois qu'il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de dauphins, et puis après c'est une chaîne, hein, donc, mais oui, ça devient catastrophique. Ouais. Puisque la charte stipule bien, c'est pour protéger à la fois les mammifères, mais aussi leur habitat. Ouais, leur habitat. Bon, après, nous, on parle plus de charte pour les baleines, les dauphins, parce que nous, c'est vrai qu'on va voir les poissons aussi quand on fait du palmasque et tuba. Mais sinon, on est quand même vachement axé sur les baleines, sur les dauphins, sur les raimentas, tout ce qui est mammifère, quoi. La saison des baleines est en train de commencer, elle a commencé Ouais, on en a déjà vu plusieurs fois. Bon, pour l'instant, ça reste encore un petit peu aléatoire. L'année dernière, à cette époque-là, on en avait beaucoup. Après, il faut qu'il y ait un gros groupe de baleines qui arrive et qui se pose, donc ça va être du jour au lendemain. Là, je sais que cet après-midi, côté ouest de l'île, il y a des gens, enfin, il y a des plaisanciers et des clubs de plongée qui en ont vu. Donc elle montait sur le spot du nord, donc je pense que demain on va retrouver ces 3 baleines qui étaient de côté ouest. Et puis après, aussi bien demain, il y a 40 baleines qui vont arriver comme l'année dernière, et du jour au lendemain ça va être parti, et tous les jours on va avoir 15-20 baleines. Voilà. C'est une question de jour ou vous constatez qu'il y en a de moins en moins d'année en année? Non, l'année dernière on en a eu énormément, donc je pense que maintenant qu'il n'y a plus la chasse à la baleine, de toute façon il y en a chaque année un petit peu plus. Après, on va voir comment ça va être cette année. Il y a des années où c'est plein de baleines, il y a des années où il y en a un peu moins. Voilà, je pense qu'on va en avoir comme d'habitude relativement, enfin beaucoup, j'espère. Votre outil de travail finalement, c'est ce lagon, c'est sa diversité, cette biodiversité. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qui se passe autour du lagon, peut-être qui va rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO? Moi je pense qu'il faut le protéger, mais très rapidement, quoi. Là ça fait déjà longtemps qu'on aurait dû le protéger, parce que c'est quand même un lagon qui est vraiment exceptionnel. Après moi je suis allé à Nouméa, je suis allé un peu partout, hein, mais franchement Mayotte on est vraiment très bien. Et j'espère que ça va pas être fait dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que je pense que ça sera trop tard. Ou alors après il faudra 50 ans avant de revenir en arrière comme ce qu'on avait il y a 5-10 ans, quoi. Pour vous, en tant qu'opérateur, ça serait une très bonne chose pour le tourisme, notamment si le lagon devenait... Ouais, en tant qu'opérateur, d'accord, mais surtout pour Mayotte et pour le lagon de Mayotte, quoi, en priorité, quoi. Après, nous, les opérateurs, on fait du tourisme, on va voir les mammifères, c'est bien, mais là ça fait pitié, hein, quand on voit les coraux ou même le manque de poissons, parce que c'est impressionnant comme ça s'est vidé en l'espace de 10 ans, là.
Est-ce que vous faites de la prévention justement là-dessus et que vous expliquez justement aux personnes que vous recevez qu'il y a de moins en moins de poissons, qu'il faut faire très attention? On leur explique au niveau des coraux de faire super attention aux coraux, surtout à marée basse, de ne pas marcher sur les coraux vivants, etc. Donc ça fait partie de notre boulot aussi. Après, les poissons, nous, on chasse pas, on chasse pas au fusil, donc les poissons, on les regarde. Mais sinon, à chaque fois qu'on passe à côté d'une pirogue avec des filets sur la barrière ou dans les piscines, systématiquement on ralentit, on prévient les affaires maritimes, donc pour essayer qu'il y ait un petit peu moins de braconnage, mais bon, c'est pas gagné. Vous devez servir d'exemple finalement dans cette charte. C'est le but d'un professionnel. Si on n'est pas exemplaire, ça sert à rien d'être professionnel, quoi. Merci beaucoup, Denis Fabre, d'avoir accepté merci. notre invitation. Taxe d'habitation ou encore cas de radicalisation pour des jeunes mahorais, c'est également dans l'actualité de ce jeudi 16 juillet. La fiscalité de droit commun se met en place à Mayotte. Ainsi, les contribuables mahorais commencent à découvrir de nouveaux impôts, notamment la taxe d'habitation. Pour calculer ce qui n'existait pas avant janvier 2014, les services fiscaux ont dû déterminer la valeur locative cadastrale sur le département. Cela correspond au loyer annuel théorique que pourrait rapporter un immeuble bâti ou non bâti et loué dans des conditions normales. Les données recueillies ont permis d'établir une assiette et avec ce mode de calcul, Mayotte se retrouve aujourd'hui au même niveau que la petite couronne parisienne. Alors, bien que le taux de la taxe d'habitation fixé par les élus locaux soit de 14,7% sur l'île contre 20 à 25% en métropole, le résultat est faramineux lorsqu'il est appliqué à la valeur locative d'un bien. Il y a quelques mois, la Cour des comptes a rédigé un relevé d'observation dénonçant les bases de calcul sous-évaluées en France métropolitaine et bien évaluées à Mayotte. Et il est clair que le 101e département dispose d'un outil fiscal déséquilibré. Cette situation n'a pas été anticipée par les services de l'État, alors que les services fiscaux locaux avaient averti Paris. Les réactions ne se font pas attendre du côté des contribuables. En contrepartie du paiement de la taxe, ils exigent l'éclairage public, des routes aux normes, des policiers pour assurer la sécurité, des établissements scolaires dignes de ce nom et une justice de droit commun. Les foyers fiscaux mahorais devront bientôt s'acquitter de 75 € par an pour le ramassage des ordures ménagères. La mairie de Mamoudzou a pris les choses en main en lançant un avis d'appel à la concurrence pour l'achat de 650 bacs poubelles. Si le géant mondial de Richebourg a emporté le marché de Mamoudzou, la municipalité a décidé d'anticiper en choisissant d'entretenir et de renouveler le mobilier urbain existant. Ainsi, une fois n'est pas coutume, une liste de pièces détachées figure sur l'avis d'appel à la concurrence parmi les conteneurs de 120 et 770 litres. Roues avec frein, roues sans frein, axes, couvercle, tout y est. La ville peut aussi se targuer d'écouter ses administrés. En effet, répondant à une demande grandissante de la population, 150 corbeilles de 50 litres avec poteaux de fixation font partie de la seconde tranche de ce marché de la propreté. Régulièrement utilisées, vidées et entretenues, ces poubelles devraient rapidement changer l'image de la ville. Il y a quelques semaines, une information circulait comme quoi 4 Mahorais seraient partis rejoindre les troupes de Daesh pour y mener le djihad. D'abord démenti, l'information est aujourd'hui confirmée. 9 cas de radicalisation auraient été signalés auprès des services de l'État. Cependant, l'histoire de Sharif, mécanicien militaire mahorais basé à Arles, pose question. Selon sa famille, il ne voulait pas être en contact avec la violence militaire et a déserté en 2012. Resté en contact avec son frère habitant à Clermont-Ferrand, il lui écrit en décembre 2014, expliquant qu'il part faire le djihad sans ajouter ni destination ni motivation. Inquiète, la famille s'est rendue à la gendarmerie en mars, mais n'aura obtenu aucune nouvelle jusqu'au week-end dernier. Le 30 juin, une femme se disant la compagne de Sharif annonce son décès en Syrie par un post sur la page Facebook de l'un des proches du jeune homme. Il aurait succombé à un bombardement et aurait été enseveli le jour même. La famille a cherché à obtenir des détails sur la crédibilité de cette nouvelle sans succès, mais selon les informations que nous avons pu recueillir, la disparition du jeune Mahorais né en 1994 serait exacte. Elle correspondrait à des bombardements opérés le 8 juin en Syrie. Quant aux parents de Sharif, ils ne disposent que d'une lettre sans explication, tandis que les autorités les ignorent, les laissant livrés à eux-mêmes dans l'impossibilité de faire leur deuil. Et comme à chaque fin d'année scolaire, le service des inscriptions du vice-rectorat fait actuellement face à une longue file d'attente. Les parents viennent inscrire ou réinscrire leurs enfants au collège. Cette année, les étudiants en Erasmus accompagnent ces parents dans leur démarche. Une aide très précieuse et accueillie avec soulagement.
Paolina et Maxime, tous deux étudiants en Master 2 de droit, sont en stage à Mayotte. Depuis plusieurs semaines, ils ont chacun plus d'une dizaine de parents à accompagner et à orienter. Plus de précisions dans ce reportage, signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Justificatif de domicile ou encore avis d'imposition, autant de pièces à fournir qui découragent souvent plus d'un administré. Présents à l'intérieur ou à l'extérieur du vice-rectorat, les parents souhaitent tous que leur enfant bénéficie d'une éducation de qualité. Ils viennent donc en nombre remplir les files d'attente du vice-rectorat de Mayotte. Et si pour certains les démarches se déroulent sans désagrément, ce n'est pas le cas pour tout le monde, même si pour cette mère de famille, tout s'est bien passé. Alhamdulillah, c'est bien passé. Unoayadzaliwa maure vanobeba bahe hambengi ashukungazi jao hende kakopara msomo asoma normali mokensi nawaenda pani vavo atsozvangamia mana katsopara mndu ya mgide nawae madzahambole. Entre tous les documents à fournir et les dossiers à remplir, il faut dire que les démarches administratives demandent beaucoup de patience et de sang-froid. Et pour cette année, 3 étudiants en Master 2 accueillent les parents d'élèves au vice-rectorat afin de les accompagner dans les démarches pour l'inscription de leur enfant. En majorité, ces parents veulent inscrire leur enfant pour la première fois dans un collège français, car nombreux d'entre eux sont arrivés par Kwassa sur le territoire. Ainsi, ces stagiaires en pleine action s'appuie sur l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant pour l'accès à la scolarité des enfants de 6 à 16 ans. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des familles, même des familles mahoraises, des gens qui sont nés ici, qui ont fait plusieurs démarches déjà pour s'inscrire et qui ont eu des refus totalement inacceptables, des refus. Donc on se rend compte que quand ils ne sont pas accompagnés d'une association, ils sont renvoyés rapidement chez eux. Alors qu'en faisant un peu de pression et en voulant faire respecter juste la loi, les dossiers sont pris et sont plus considérés quand une association accompagne les familles. L'enseignement étant obligatoire pour les élèves âgés de 6 à 16 ans, le manque de place devient criant. Chaque année, de nombreux parents déjà installés sur le 101e département accueillent leurs enfants en vue de leur donner la chance de poursuivre une scolarité en France. Après un stage en Afrique, Paulina Marzalek s'implique dans son stage pratique et découvre les rouages de l'administration française à la mahoraise. En fait, je pense que c'est l'administration qui n'est pas vraiment capable de l'aider, de l'expliquer. Les documents qui sont exigés, ils sont envoyés à la maison sans réponse. Ils ne comprennent pas trop pourquoi. Elle a tout, en fait, il nous juste faut la photocopie, trouver un endroit où on peut faire la photocopie. Elle a tout. Si elle n'a pas avis d'imposition, en fait, elle est ramenée, mais c'est l'avis d'imposition de 2012. Donc il faut 2014, 2015. Du côté du vice-rectorat, il s'engage à faire découvrir la réalité des coulisses du service d'inscription dans un prochain reportage. En attendant, accueillis par l'association Village d'Eva, ces 3 étudiants stagiaires ont choisi de faire leur stage sur le 101e département français. Une expérience enrichissante sur un territoire où toutes les forces vives sont les bienvenues. Et toujours aucune nouvelle de la Lune, même si le porte-parole du Grand Cadi vient de délivrer un message. Patience. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Elad Chakrina, avocat au barreau de Mamoudzou. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.